Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de France 3 à toute région pour cette soirée spécialement dédiée aux élections départementales 2015, des élections pleines de surprises. Nous vous en parlions tout à l'heure avec un taux d'abstention moins élevé que prévu. Il est, selon toujours les estimations d'Ipsos, de 49,4%. Il a légèrement évolué, il est un peu plus important que tout à l'heure. Et puis les estimations par parti qui nous ont surpris tout à l'heure, Olivier. Oui, au fond, on découvre ce soir que le rapport de force entre la droite et la gauche est de 60-40. Mais lorsqu'on descend au niveau de chaque liste en compétition, on découvre que le podium qui avait été annoncé par les instituts de sondage n'est pas celui qui était mentionné. Tout en tête, sur ce podium à la première marche, donc une coalition UMP-UDI d'hiver droite qui réalise un bon score et qui s'apprête à bénéficier pleinement de ce scrutin. Sur la seconde marche, un parti socialiste qui, avec ses alliés, résiste mieux que prévu. On l'attendait plus bas. Et comme on le sait, seules 2 places sont qualificatives pour le second tour. Et enfin, un Front National qui, de premier dans les instituts de sondage ou les projections de ces derniers, passe à la 3e place, même si c'est un joli score pour lui dans le cadre d'une élection qui ne lui était pas favorable, avec un mode de scrutin qui ne l'encourage pas. Il arrive tout de même symboliquement derrière. Tout de suite, je laisse la parole à Grégoire Bouscambert qui va nous donner de nouveaux résultats. Oui Isabelle, priorité donc ce soir aux résultats. 3 d'entre eux viennent à l'instant de me parvenir. Je vous les communique. Nous partons, si vous le voulez bien, en Picardie, dans l'Oise. Ici, selon les observateurs, la probabilité était forte d'une perte du département par la gauche. Alors, qui en profitera? C'était la question. La droite, dont l'Oise est un ancien bastion, ou le Front National. Aux européennes de 2014, celui-ci avait dépassé dans 34 des 41 anciens cantons la barre des 12,5% des inscrits, synonyme de qualification pour le second tour. Eh bien, vous le voyez dans ce canton là très précis, le Front National est en ballottage favorable avec 39,9% des voix. Face aux candidats du PS, les candidats de droite ont été éliminés. Autre résultat, on part en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var. Le Front National espérait ici capitaliser sur ses gains des municipales avec Fréjus, Cogolin et Le Luc et des sénatoriales. Le parti de Marine Le Pen espérait gagner la présidence du Conseil général. L'UMP jugeait probable de conserver la majorité, mais une majorité très relative. Et vous le voyez, eh bien, les candidats de droite sont arrivés en tête avec 47,3% des voix devant les candidats du Front National. Il y aura donc un duel droite-Front National. Les candidats de gauche ont été éliminés. Et résultat également avec quelques personnalités connues sur le plan national qui participaient à ces élections départementales. Un exemple en Charente-Maritime. L'Assemblée territoriale était présidée par l'ancien ministre Dominique Bussereau de l'UMP. Il se présentait à sa propre succession. En toute logique, la droite devait rester majoritaire et vous le voyez, Dominique Bussereau est en ballottage très favorable avec plus de 47% des suffrages. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose maintenant d'écouter le premier secrétaire du Parti socialiste qui va nous annoncer qu'il appelle tous les électeurs à faire bloc contre le Front National. J'appelle à la mobilisation derrière le candidat de gauche ou écologiste qualifié pour le second tour. J'appelle tous les partis de gauche et les forces de progrès à faire bloc, Parti socialiste, Parti communiste, Parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, Parti radical de gauche, Républicains, divers gauche. J'appelle les électrices et les électeurs de gauche qui se sont abstenus aujourd'hui à se rendre massivement, oui massivement, aux urnes dimanche prochain. Et là où la gauche ne peut concourir, j'appelle au désistement républicain et je demande la réciproque. Partout, faisons barrage au Front National. Le second tour est décisif. Chaque voix compte dans les villes et dans les campagnes. Chaque citoyen est concerné, car dimanche prochain se joue l'avenir de son quotidien. Votez à gauche et écologiste, votez républicain. Merci. Alors, le premier tour n'est toujours pas terminé, mais le premier secrétaire du Parti socialiste, lui, aborde déjà le second tour. Et oui, ça va vite. On est déjà projeté au 29 mars. Et ce que l'on peut entendre dans la bouche de M. Cambadélis, c'est évidemment la poursuite de la stratégie de la dramatisation, c'est-à-dire du sursaut républicain, faire bloc, voter contre, empêcher le Front National de pouvoir passer au second tour. C'est une partition connue, c'est celle de la discipline républicaine. On sait qu'elle est efficace sous la Ve République, même si elle l'est un peu moins
aujourd'hui que par le passé, elle est efficace. Et du même coup, on voit que la défaite annoncée du Parti socialiste ne sera sans doute pas la déroute, que l'on pouvait lire dans certains commentaires ou dans certains rapports, mais pour évidemment l'UMP et ses alliés, ce sera autant de voix qui lui permettront dans de très nombreux cantons de l'emporter au second tour face au Front National. Olivier, quand on a parlé de ce mode de scrutin et de la réforme territoriale, vous m'avez dit c'est unique au monde. Tout à fait. Écoutez, un scrutin mixte, un scrutin binominal, un scrutin majoritaire à 2 tours, tout cela combiné ensemble, ça ne se voit nulle part ailleurs sur la planète. Et alors, c'est évidemment plusieurs objectifs qui sont poursuivis là. Les femmes vont changer la vie des assemblées. On l'espère. Parce que c'est... Alors, je sais que je vous coupe la parole, mais la principale nouveauté de ce mode de scrutin, c'est la parité. La parité intégrale, avec un homme, une femme, on l'a vu sur les affiches de campagne électorale. Et la parité, c'est vrai qu'on ne l'avait pas, et c'était des assemblées les plus machistes. Elle faisait partie des assemblées les plus machistes, ces assemblées départementales. En 1970, la seule femme qui a été élue présidente de département s'appelait Evelyn Bailey. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, à 101 ans, l'héritière de la famille Bailey. Et je vous propose de regarder ces images qui nous ont été dénichées par Lamia Coulibaly. Cette assemblée départementale est présidée par Madame Evelyn Bailey, la seule femme en France à avoir cette responsabilité. Au titre de présidente du Conseil général, Madame Bailey est membre d'autres instances locales ou régionales. Ici, elle participe à une réunion du comité de tourisme Midi-Pyrénées. Le champ d'action du Conseil général est donc très vaste. S'il est principalement le défenseur des communes rurales, en réalité, il peut pallier la carence d'une administration centrale mal informée de la réalité locale parce que trop éloignée ou indifférente aux problèmes humains. Il s'agit donc d'un travail discret et méconnu, mais très important. Madame Bailey est aussi un chef d'entreprise. Elle préside la Dépêche du Midi, le grand quotidien régional, et partage donc son emploi du temps entre la gestion du département à Montauban et la gestion de son journal à Toulouse. Voilà pour cette petite perle de Lina. En tout cas, Jean-Michel Bailey, l'héritier de la famille Bailey, a été réélu ce soir dans son canton du département du Tarn-et-Garonne. On ne sait pas encore s'il va encore avoir la présidence. Une réaction, Olivier ? Oui, cette parité est l'une des 2 ou 3 caractéristiques majeures du scrutin. On parlait tout à l'heure de scrutin inédit, unique, mais voilà, 50% des conseillers départementaux seront des femmes. Donc vous voyez le saut qui est franchi là. Attention toutefois, ne pas trop vite s'emballer, car il faudra suivre avec beaucoup d'attention la répartition des présidences, des délégations, des postes évidemment qui seront ceux de l'exécutif de ces départements, dans lesquels il ne faudrait pas que cette victoire soit celle, au fond, d'une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les femmes s'avèrent peu présentes dans ce 3e tour, qui sera évidemment décisif. Tout de suite, Grégoire, pour d'autres résultats. Oui, Isabelle, des résultats canton par canton qui viennent tout juste de me parvenir. Je vous propose de partir, si vous le voulez bien, en Poitou-Charentes. On va aller plus précisément dans les Deux-Sèvres. L'Assemblée territoriale était présidée par Éric Gauthier, membre du Parti socialiste. Le 20 mars 2008, il avait été élu président du Conseil général à la suite du basculement à gauche de l'Assemblée départementale. Et on se dirige, vous le voyez, vers un duel UMP divers droite et divers gauche pour ce second tour. Autre résultat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Vaucluse, dirigé à une très faible majorité par la gauche. Le Vaucluse est une des bases arrières du vote lepéniste. Marion Maréchal-Le Pen y a été élue députée. Celle-ci rêve d'emporter le département face à une droite très divisée, mais il lui faudra composer avec la Ligue du Sud de Jacques Bompard, ex-cadre du Front National, très implanté dans la région. Claude Aude, président socialiste du Vaucluse depuis 2001, se représentait. Et vous le voyez, on en parlait tout à l'heure sur votre plateau. Dans ce canton-là très précis, on se dirige vers un duel Front National Ligue du Sud avec des résultats très proches. Enfin, direction le Languedoc-Roussillon dans l'Hérault. L'Assemblée départementale était présidée par le socialiste André Vézinet, réélu sans interruption depuis 1985 aux élections cantonales. Cet ancien député et sénateur est devenu en 1998 président du Conseil général de l'Hérault. Dénonçant la réforme territoriale imposée selon lui sans concertation, il ne se représentait pas cette année. Quoi qu'il en soit, selon les observateurs, ce département devait rester à gauche. Et vous le voyez dans ce canton-là, là encore très précis, le Front National arrive en tête avec 41,6% des voix devant les candidats de droite. Merci beaucoup Grégoire. Alors, à l'occasion de ces départementales, Paris ne votait pas, Lyon non plus, en raison d'une situation un peu spéciale. Lyon est précurseur.
Lyon Métropole 2015, laboratoire du gouvernement Hollande, la fusion d'une partie du département du Rhône et du Grand Lyon. Olivier, est-ce que c'était une bonne idée ? C'était une idée qui essayait de tabler sur la possibilité d'impulser un nouveau développement économique dans ces territoires, de faire de ces métropoles des pôles de modernisation, de dynamisme à l'échelle européenne. 12 pôles sont donc définis par la loi de janvier 2014, on les appelle des collectivités territoriales à statut particulier, en effet particulier parce qu'elles rassemblent des compétences qui étaient autrefois dispersées entre les agglomérations de communes et les départements. Donc ce sont des villes qui vont désormais être le fer de lance de l'action économique. Simplement, ces métropoles, évidemment, elles n'ont pas toutes le même poids. Il y a 3 super métropoles, Paris, Lyon, Aix-Marseille. Et puis, il y a des métropoles qui se cherchent encore quant à leurs compétences, quant à l'équilibre qu'elles vont trouver dans l'ensemble du paysage institutionnel français. Et enfin, surtout, dernière remarque, cette figure des métropoles s'ajoute au millefeuille administratif, ce fameux millefeuille dont on va retirer des branches ou des tranches ou des feuilles, justement. Et les départements sont toujours là. Avant d'aller plus loin sur la polémique, je vous propose de mieux comprendre comment s'est monté ce laboratoire lyonnais, Métropole 2015, avec ce reportage de nos confrères de Lyon. En 40 ans, Lyon a plusieurs fois changé de visage. Il y a les transformations notables, et puis il y a celles qu'il faut chercher dans les détails, comme celui-là. Ici, l'œil avisé remarquera que la mention communauté urbaine a disparu. C'est l'histoire d'une destinée, celle d'une intercommunalité qui voit le jour le 11 décembre 1968. Eh bien, messieurs, je déclare solennellement installés les membres de la communauté urbaine de Lyon. L'objectif est simple, offrir à toutes les communes, 25 à l'époque, un service des eaux moderne. L'heure est à l'efficacité, plus de coopération pour plus d'égalité entre les territoires. Devenu la Courlie en 1977, le géant gagne du terrain, des compétences, urbanisme, transport, logement, tourisme. Et puis 1991, l'heure est à la lisibilité, la Courlie devient le Grand Lyon. Dès qu'on communique au grand public et qu'on veut appeler ça la Courlie, les gens dans la France entière et encore plus en Belgique, en Hollande, qu'est-ce que c'est que la Courlie ? Rien. Quand on leur dit le Grand Lyon, là ils comprennent. Ils comprennent, comme on dit le Grand Londres, ou comme on dit la Grande Pomme quand on parle de New York. Le Grand Lyon, c'est l'agglomération lyonnaise, c'est la deuxième agglomération de France qui prétend bien jouer un rôle un jour au niveau européen. L'heure est donc aux grandes ambitions, avec l'arrivée de Gérard Collomb en 2001 et ses rêves de ville internationale. Mais comme l'heure est surtout aux restrictions budgétaires, le maire a une idée de génie, absorber les compétences du département, une première en France. Fusionner la communauté urbaine et le département pour faire une métropole, évidemment que c'est révolutionnaire. Là, il n'y aura plus qu'un seul service. Nous allons donc pouvoir mutualiser et, je l'espère à terme, réaliser des économies tout en rendant le même service et même un service amélioré à nos concitoyens. L'argument est assez universel pour qu'à gauche comme à droite, le projet fasse l'unanimité dans les 59 communes de la métropole, même si certains points suscitent des inquiétudes, comme le budget et ses répercussions sur le contribuable. Dites-moi, Olivier, en écoutant ce reportage, on a l'impression que le sénateur maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb, est l'artisan de Métropole 2015, mais c'est quand même la volonté de l'UDF, Modem, Michel Mercier, et de Gérard Collomb, le socialiste. Ils ont eu une idée à deux, et c'est bien pour faciliter le départ de Michel Mercier que tout cela a été monté. Oui, il fallait d'ailleurs l'accord des deux instances, et donc des deux présidents, des deux hommes qui les présidaient, pour que cette issue soit trouvée. Simplement, la métropole l'Eurométropole qui vient de voir le jour, a devant elle de nombreuses difficultés. Lyon, on le sait, va représenter grosso modo 37-38% du total. Une cinquantaine, peut-être presque une soixantaine de communes sont regroupées dans cet ensemble. C'est un ensemble qui fait à peu près 1,5 million d'habitants. Mais cet ensemble s'installe avec des premières polémiques. On ne comprend pas très bien si l'objectif est d'abord celui de faire des économies, auquel cas, pourquoi augmenter les indemnités des 162 conseillers communautaires de 20% et en même temps d'augmenter les impôts de 5%, les impôts locaux, ce n'est peut-être pas le meilleur signal qu'il était bon de donner à l'ouverture de cette aventure. Sans augmenter le personnel, bien évidemment, pour cause d'économies, et même si on revendique le fait d'avoir fait des économies, plus d'1 million d'euros, selon le sénateur maire socialiste Gérard Collomb. Vous pensez qu'à terme, on pourra faire une économie substantielle d'ici 2030 ?
Alors, c'est indiqué, un certain nombre de conseillers départementaux ne sont plus là et bien entendu, des indemnités en moins, on peut les chiffrer à peu près à 1 million. Maintenant, encore une fois, il faudra voir comment vont se faire les nouveaux partages de compétences, les dynamiques qui vont en résulter et comment, au fond, cet ensemble, car on parle de 1000 feuilles, donc plusieurs feuilles au moins, va se constituer. Et là, beaucoup d'interrogations restent en suspens. Tout de suite, je vous propose de nous rendre dans un département que vous connaissez très bien, l'Isère. Cédric Picot, notre confrère de Grenoble, revient sur un ange à Bourgoin où le Front National tente une percée. Oui, je vous le rappelle, Isabelle, hein, l'enjeu ici, c'était le possible basculement du département de l'Isère qui était jusque-là détenu par le PS. Or, ce soir, la gauche iséroise tient plutôt bien le choc. On s'attendait à une percée de la droite, voire de l'extrême droite, dans le nord du département. Elle a effectivement lieu, mais dans le canton de Bourgoin-Jallieu, où est élu Alain Cotalordal, l'actuel président du Conseil général de l'Isère, il y aura quand même une triangulaire pour le deuxième tour de cette départementale. Autre canton à surveiller, celui de Tullin, où se présente un des 3 ministre candidat à ces départementales. André Valély a été président du Conseil général pendant 13 ans. L'actuel secrétaire d'État à la réforme territoriale arrive en tête du premier tour de cette départementale ce soir sur le canton de Tullin. Alors évidemment, dans ce contexte national difficile, les socialistes isérois sont contestés à droite, mais ils sont aussi contestés à gauche. Dans 25 des 29 cantons, ils font face à des binômes Rassemblement citoyen, Europe Écologie, Parti de gauche. Cette force politique avait, je vous le rappelle, pris la mairie de Grenoble au PS l'année dernière avec Éric Piolle et elle espère bien étendre son modèle à l'ensemble du département de l'Isère. Est-ce que vous pensez que le département de l'Isère, à présent, peut basculer ? C'est une hypothèse tout à fait plausible. Il faudra évidemment attendre les scores au soir du premier tour du Front National dans le nord du département, notamment dans 3 cantons, Morestel, Roussillon, l'ancien canton de Beaurepaire ayant été raccroché à celui de Roussillon, et évidemment à Charvieux-Chavagneux. On verra à ce moment-là l'équilibre des forces entre Front National et UMP et alliés. Et évidemment, il faudra voir de quelle intensité est la concurrence dans le sud, cette fois du département, exercée par l'alternative à gauche que forme la coalition Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, Modem et autres petits groupes associés face au Parti Socialiste. Bon, André Valény a sauvé sa tête, il a sauvé sa candidature puisqu'il est en ballottage favorable. Ça veut dire que pour le gouvernement, c'est une respiration à prendre. On va mieux que prévu. C'est-à-dire que c'était une figure symbole, évidemment. Il incarne la réforme territoriale et un échec dans son canton de Tullin aurait immédiatement donné lieu à de très nombreux commentaires. Tout de suite, Grégoire Bouscambert, vous avez des réactions et des résultats. Oui, Isabelle, des résultats qui arrivent donc au fur et à mesure. Je vous communique les derniers qui viennent à l'instant de m'être communiqués. Je vous propose de partir en région centre, en Indre-et-Loire. Le département est détenu jusque-là par la gauche et présidé par Frédéric Thomas. En dépit d'un avantage de 11 sièges au Conseil général, la majorité sortante PS, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et Divers Gauche s'attendait à une élection très serrée. C'est ici d'ailleurs que Marisol Touraine avait présidé le département mais a quitté ses fonctions avant de rejoindre le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Une situation vécue comme un abandon pour certains, ce qui pourrait permettre à la droite de revenir aux affaires. Dans ce canton-là, on aura un duel classique au deuxième tour, Parti socialiste et UMP, avec un score assez serré. Autre résultat en Picardie, nous partons dans l'Aisne. La compétition ici restait forte entre la droite et le Front National pour ravir le département à la gauche. Sur les 42 anciens cantons, 40 avaient donné au Parti frontiste un score supérieur à 12,5% des inscrits aux européennes. Yves Daudigny, président socialiste de l'Aisne depuis 2001, se représentait. Vous le voyez, ici, dans ce canton-là d'Hirson, le Front National est arrivé en tête. Il sera en ballottage avec les candidats de gauche. Les candidats de droite, eux, ont été éliminés. En Bretagne, nous partons en Ille-et-Vilaine. Quelques mois avant son élection au Sénat, Jean-Louis Touraine, président socialiste sortant du Conseil général, avait annoncé qu'il ne se représentait pas. Un basculement surprise n'était pas à exclure. Si la gauche devait garder les 6 cantons rennais, l'élection pouvait se jouer dans les cantons de la périphérie où le PS a perdu des positions municipales. Le Front National ne paraissait pas en mesure de jouer les troubles faits. Eh bien, vous le voyez, ici, il y aura donc un duel avec les candidats Divers Gauche, Europe Écologie Les Verts, et un duel avec les candidats Divers Droite et un score très serré. Un dernier résultat en Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques. La gauche avait conquis en 2011 le Conseil général que la droite présidait sans discontinuer depuis la Libération. L'actuel président socialiste, le sénateur Georges Labazé, a préféré ne pas se représenter. La droite paraissait en mesure de s'imposer grâce à des accords entre
entre centristes et UMP. Et vous le voyez, il y aura un duel classique Parti socialiste et UDI-UMP dans ce canton-là, bien sûr très précis. Priorité, on l'a dit, aux résultats, priorité également aux réactions. Et puisque nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous propose d'écouter la réaction de François Bayrou, maire de Pau. Et il parle de résultats encourageants. On l'écoute. Les résultats locaux, d'abord, puisque nous sommes sur votre chaîne, on peut dire qu'ils sont très encourageants. Alors évidemment, rien n'est tout à fait fait, presque fait dans certains cantons, mais rien n'est tout à fait fait dans l'ensemble des cantons. Mais ce sont des résultats très encourageants et qui marquent une volonté de changement pour le département qui, je crois, s'affirmera et se réalisera dimanche prochain. Il reste évidemment beaucoup de travail à faire, mais c'est le cas de tous ceux qui se présentent. Et des réactions que vous pouvez revoir sur le site internet de France Télévisions, également mobilisé france-tv-info.fr, Isabelle. Dites-moi, Olivier, François Bayrou reste particulièrement mesuré et garde tout son sang-froid. Hein. Un ton de centriste. On peut dire que sur ce département, nous sommes en présence d'une nouvelle bascule. En 2011, c'était une bascule de la droite vers la gauche. On a parlé de Georges Labazée, le président de ce conseil devenu département socialiste. On s'attend à ce que tout de même ce département bascule, cette fois à nouveau entre les mains d'une présidence expérimentée, puisque ce serait celle de Jean-Jacques Lasserre, qui a déjà exercé cette présidence pendant 7 ans. La gauche est divisée ici, en Béarn, au Pays Basque, la droite unie, en ordre de marche. Le Front National n'est pas en mesure de vraiment peser sur le second tour, il est assez faible, ses étiages sont bas. Bref, un cas de figure qui laisse penser que ce sera plutôt la droite qui sera en mesure de conquérir ce département. Et pour François Bayrou, c'est aussi une manière de se rapprocher d'Alain Juppé dans la perspective de 2017. Et bien sûr, et la Gironde n'est pas bien loin. Tout de suite, je vous propose de retrouver Vanessa Fies sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a évidemment également des réactions politiques. Je vous propose de retrouver tout de suite celle de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui estime que l'UMP et l'UDI obtiennent de très bons résultats pour ce premier tour. Et c'est incontestablement la première force politique du pays. L'écologiste Denis Baupin, lui, estime que dans beaucoup d'endroits, la division se révèle mortifère. Les responsabilités en sont partagées et nous devons tous en tirer des leçons. François Bayrou, quant à lui, estime qu'au-dessus des étiquettes et des partis, il y a des valeurs et des idées et qu'il n'est pas pour le ni-ni. Réponse, bien sûr, à Nicolas Sarkozy. Sur les réseaux sociaux, on relève également une défaite finalement relative des socialistes. Cet internaute dit les 3 ministres candidats, Valigny, Caner, Neuville, sont nettement en tête du premier tour avec 37 à 40% des voix. Et puis, le journaliste politique Jean-Michel Apathy vous propose ce bon mot. D'après les estimations, le Front National boit la tasse, tout semblait réuni pour son succès, sauf peut-être les Français. Un internaute aussi qui dit qu'il connaissait déjà la fin, l'école des fans ce soir pour les départementales, aucun déçu, tout le monde a gagné. Voilà quelques réactions que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Vanessa. Alors une réaction sur Denis Baupin qui a justement nommé la division de la gauche mortifère. Ça veut dire que la chance de François Hollande pour 2017, ce serait de faire une gauche plurielle comme sous Jospin. C'est en tout cas un débat qui va être très vif au sein d'Europe Écologie Les Verts, car 2 stratégies au fond sont discutées. L'une, on l'a vu, qui était mise en œuvre dans le cadre de ces élections départementales et qui risque de l'être à nouveau pour les régionales, consiste à essayer de prendre le leadership à gauche et d'affirmer d'autres valeurs, une autre manière de conjuguer la notion de gauche, plus écologiste, plus sociale, etc. Et puis vous avez une autre sensibilité qui consiste à dire non, cette stratégie de liste distincte peut être coûteuse sur le plan électoral, il faut se regrouper, il faut faire alliance avec le Parti socialiste. Et ce débat, on risque de le retrouver dans de futurs remaniements, dans des discussions de congrès, et il va donc peser très fortement sur les mois qui viennent. Je vous propose d'écouter maintenant Florian Philippot, le porte-parole du Front National. Il faut se mobiliser. Bon, apparemment, on a déjà 2 cantons gagnés dans l'Aisne au premier tour. Si on en gagne encore au second tour, on aura la majorité. Même chose dans le Vaucluse, même chose dans le Var, etc. C'est jouable. Les Français veulent le changement. Je pense qu'ils en ont marre de ce balancier UMP-PS qui ne mène à rien depuis des années. Il faut maintenant briser tout cela et aller vers une autre politique qui, notamment, sauve le département qui est menacé. Oui. Alors, Olivier, c'est du bluff ? Non, je crois que c'est une prudence, mais une prudence surprenante, car en présentant 93% de candidats dans les cantons, dans les 2054 cantons de ce scrutin, le Front National espérait bien en conquérir une centaine. Et là, cette 3e place, qui va signifier au fond qu'il sera écarté dans de nombreux cantons du second tour, risque de l'obliger, on le voit dès ce soir, à modérer ses ambitions,
à revenir peut-être à une comptabilité plus prudente de quelques dizaines de cantons. Alors, avant d'écouter Brice Teinturier sur les sondages, il aura certainement beaucoup à nous dire. Sans doute. Je vous propose de redonner la parole à Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats. Oui, Isabelle, de nouveaux résultats qui arrivent ici. Et je vous le disais, quelques personnalités d'envergure nationale se présentaient à ces élections départementales. Je vous propose de partir en Aquitaine, dans les Landes. Ici, l'ancien ministre socialiste Henri Emmanuelli présidait l'Assemblée départementale depuis 1982. 33 ans au pouvoir. Il trouvait sur sa route la maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq du MoDem. Pourrait-il y avoir un effet de lassitude, un vote sanction qui ferait basculer les Landes à droite? C'était la question et vous le voyez, non. Henri Emmanuelli a été élu dans son canton dès le premier tour avec plus de 50% des voix. Résultat également en Bourgogne, Côte d'Or. Avant les élections, l'Assemblée départementale ici était présidée par François Sauvadet de l'UDI et le député se représentait à la tête du département et devait y rester sans trop de difficultés. Eh bien, vous le voyez, c'est le cas. Il est en ballottage très favorable devant les candidats du Front National. Résultat également en Languedoc-Roussillon, dans l'Hérault. On a déjà parlé de l'Hérault tout à l'heure. On sait qu'ici, le Front National est scruté, notamment dans les cantons de Béziers. Et vous le voyez ici, dans ce canton-là, eh bien, le Front National arrive largement en tête avec 45% des suffrages et se retrouve en ballottage très favorable face aux candidats de droite. Puisque nous sommes à Béziers, priorité également aux réactions, je vous propose d'écouter Robert Ménard, le maire de la ville, apparenté Front National. Et il trouve que les résultats sont plutôt encourageants. Il est assez satisfait. Regardez, on l'écoute. Écoutez, c'est des résultats même exceptionnels puisque on est très très largement en tête dans les 3 cantons qui concernent ma ville avec plus de 46% des voix et sur Béziers la même chose. Ça veut dire qu'on fait encore mieux qu'au premier tour des municipales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont contents de la gestion de la ville, sont tellement contents qu'ils nous plébiscitent et ils le font dans l'ensemble des villages. Oui, je suis très 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 content. Alors maintenant, il faut transformer cet essai. 46-47% des voix, c'est pas 50% encore. Mais écoutez, il y a toutes les raisons du monde d'être à la fois satisfait de ce qu'on a fait jusqu'ici et d'être optimiste pour l'avenir. Oui, très content. Et voilà les dernières réactions que nous avons recueillies en région. Place aux analyses avec vous, Isabelle et Olivier. Merci Grégoire. Olivier, une réaction sur les propos de Robert Ménard? Oui, il y a quelque chose de très juste dans ce qu'il dit, c'est le fait qu'il y a un cumul de ressources politiques à travers les élections. On est ce soir évidemment focalisé sur les départementales. On oublie qu'il y a eu les municipales, les européennes, bientôt les régionales. Et ce propos montre bien qu'une implantation réussie dans des municipalités fortes, visibles, eh bien c'est une chance supplémentaire de l'emporter dans des scrutins locaux d'une autre nature, en l'occurrence les départementales. Bref, que c'est une stratégie sur le long terme qui se déploie, alors avec une notabilisation qui se confirme, un ancrage, un maillage territorial, moins d'éclat que prévu, on l'a dit ce soir, mais tout de même une stratégie qui continue à se déployer d'occupation, de présence, de formation et de captation de ressources politiques. Et dans cette France périphérique? Dans cette France périphérique, dans ces lieux de désertification, d'abandon des services publics, de chômage très important, où la désespérance sociale est très forte. Alors vous me facilitez la liaison avec le reportage que je souhaiterais vous montrer maintenant. C'est à Grandvilliers, dans l'Oise, un département bien sûr ciblé par le Front National. Un reportage pour essayer de comprendre pourquoi le discours du Front National sur les impôts, sur l'insécurité et l'islamisation a trouvé des oreilles attentives. Pas de politique, ici on parle de sport, nous préviennent Isabelle et Eric, les propriétaires d'un des 5 restaurants de la ville. Le cœur stéphanois et habitants de Grandvilliers depuis toujours ou presque, ils se sont habitués au vote Front National. Grandvilliers, ça a toujours été quand même plus ou moins comme ça. Et puis pourquoi le Front National? Je pense que c'est la conjoncture actuelle qui veut aussi... les gens en ont peut-être marre. Après, je pense pas que c'est vraiment au niveau du racisme. C'est pas ça du tout. Je pense que les gens, ils ont peut-être aussi envie d'essayer autre chose. Nous avons passé une journée à Grandvilliers sans rencontrer d'électeurs du Front National déclarés. Ils étaient pourtant plus de 47% à avoir voté pour la liste de Marine Le Pen aux européennes l'an passé, 58% dans le canton à choisir la candidate FN lors de la législative partielle de 2013. Le vote Front National à Grandvilliers semble un mystère. Je sais pas, je me pose la question moi-même. Les habitants nous présentent une commune tranquille, sans histoire, où il fait plutôt bon vivre. Les raisons de l'implantation du FN seraient à chercher ailleurs.
peut-être un certain ras-le-bol, oui, un ras-le-bol de leur parti politique, et où je pense que c'est une façon de montrer qu'ils en ont marre, peut-être. Mais ce n'est pas forcément lié à la situation de Grandvilliers? Écoutez, nous, à Grandvilliers, des immigrés, on n'est pas touché encore par... Non, je pense pas, non. Vous votez Front National, monsieur? Non, jamais, non. J'ai mes idées, mais non, je pas... Mais il y a des moments, le Front National n'a pas toujours tort dans les idées. Après, bon... Après, vous comprenez un petit peu les gens qui votent Front National? Oui, je comprends. Oui, les gens qui en ont marre. Dans le canton, le Front National semble être devenu un parti comme les autres. À moins de 5 km de Grandvilliers, au Hamel, c'est un candidat FN qui a gagné la mairie l'an passé. Pour les habitants, un non-événement. Il y a des gens qui votent aussi dans les villages pour l'homme, directement, pas forcément pour toutes ces idées politiques. Quand on a besoin de lui au quotidien, il est présent. Voilà, c'est des choses qui sont importantes dans le quotidien, quoi. Le maire de cette commune de 170 habitants se présente aux élections départementales. L'occasion d'ancrer un peu plus le FN sur ce territoire. Alors voilà, le terreau du Front National. Oui, on a une très belle illustration au fond des motivations pour lesquelles une part croissante d'électeurs n'hésite plus à utiliser ce bulletin pour traduire leur désespoir, déception ou protestation à l'égard du politique. Et l'on voit bien ici qu'il y a bien entendu des motivations économiques, il y a la volonté de taper fort sur la table, on peut même parler de jacquerie électorale dans un certain nombre de cas, et pas nécessairement la reprise du discours classique du Front National, notamment en matière d'immigration ou de lutte contre une certaine présence de l'islam. Et l'on voit du même coup que c'est une expérience politique assez complexe qui amalgame des situations très contrastées. On pourrait même s'en rendre compte encore plus si on étudiait la nature de ces électeurs, c'est-à-dire leur âge, leur situation de diplôme, de résidence, et on verrait qu'il y a toute une, au fond, population qui désormais se retrouve dans ce mot d'ordre, ou ces mots d'ordre qui sont propagés par le Front National. Je vous propose maintenant de retrouver en direct de Paris Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos. Bonsoir Brice Teinturier. Bonsoir. Inévitablement, je vous pose la question qui fâche. Ces estimations ne vont pas dans le sens de vos sondages. Non, c'est inexact. Je crois ce que vous dites, ou en tous les cas très excessif. Nos sondages donnaient une droite à 35%. Elle est aujourd'hui à 36,7% selon nos estimations. On a un Front National qui était à 28% dans les enquêtes que nous réalisions. Il y a eu plusieurs types d'enquêtes. Et j'ai mis en garde contre les études qui avaient été faites par certains de nos confrères sur étiquette partisane, qui donnaient un Front National à 32, 33. On n'a jamais produit ça. On était sur un Front National à 28. Il ferait 24,5. Donc là, incontestablement, il y a une différence. Mais je pense que ce n'est pas vraiment ça l'enjeu majeur du scrutin. On donnait une gauche à 35%. Elle est à 36,7, une droite à 35%, elle est à 36%, et un Front National qui, effectivement, est plus bas dans les derniers jours que ce qu'on avait pu mesurer en début de semaine. Brice Teinturier, revenons à la question de la participation. Des estimations convergentes signalaient une abstention plus forte de l'ordre de 6 à 7 points par rapport au fond à ce que l'on constate ce soir, même si pour encore pas mal de ces estimations, elles restent à confirmer. Comment vous expliquez ce décalage ? Là encore, je voudrais qu'on parle véritablement des données qui ont été produites et pas d'un bruit plus large, puisque nous avons, et je n'ai cessé de dire durant la campagne, nous avons produit des anticipations d'estimation en disant que justement la mobilisation serait plus forte qu'en 2011. Nous étions sur des indicateurs, tout cela a été écrit, donc est vérifiable, qui donnaient plutôt une abstention à 52 à plus ou moins 2. Elle est de 49,4. Donc ne cherchons pas à dire ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas sous-estimé de manière drastique la mobilisation. Au contraire, je n'ai cessé de dire que la mobilisation serait meilleure qu'en 2011. Encore une fois, notre indicateur était 52% d'abstention à plus ou moins 2. Donc on est dans la fourchette basse de l'abstention à 0,6 ou 7 points près. Maintenant, si on revient aux vrais résultats et si on analyse ce qui me paraît le plus important, effectivement, cette mobilisation et pas les anticipations de mobilisation, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien qu'elle est meilleure qu'en 2011, comme attendu et plus fortement encore, qu'à l'évidence, il y a eu une abstention différentielle comme on l'a mesuré d'ailleurs en préélectoral. Sinon, la droite et notamment l'UMP n'en auraient pas à ce point profité, mais également que la gauche, il y a une bonne résistance de la gauche et du Parti socialiste, donc la stratégie valsienne a priori fonctionné pour remobiliser au moins partiellement un électorat PS qui était beaucoup moins mobilisé que l'électorat UMP.
Brice Tatterie, on a le sentiment, à lire ces estimations, celles de votre institut et d'autres, que, au fond, cet appel au vote utile n'a pas été prévu, pas été véritablement mesuré à sa juste valeur par les uns et par les autres. Et on a le sentiment que, précisément, ce léger, ne le dramatisons pas, mais ce léger sursaut républicain est tout de même la grande nouvelle de cette soirée. C'est une des nouvelles. Moi, je crois qu'il y a effectivement un enjeu qui est important autour de la mobilisation. On était plutôt, encore une fois, sur une abstention à 52, elle est de 49,5. Donc, il y a eu une mobilisation qui montait, qu'on a mesurée comme étant en progression entre le début de la semaine et la fin de la semaine. C'est vrai que c'est une information importante. Nous avons aussi beaucoup dit que le scrutin se nationalisait en termes d'enjeux et que du coup, ça allait favoriser une mobilisation à travers une dimension beaucoup plus nationale du vote qui pouvait s'exprimer à droite par l'expression d'un vote sanction qui était également mesuré dans toutes les enquêtes et puis également avec un Front national fort. La vraie différence, moi je crois, si on veut vraiment prendre les choses telles qu'elles ont été mesurées et commentées, elle est beaucoup plus au niveau du Front national. Le Front national, on l'avait dans la zone des 28. Il faut encore être prudent, mais 24,5, c'est ce que nous avons dans notre estimation. D'autres disent 26, d'autres 24. Raisonnons autour de 24,5 ou de 25. Voilà, là il y a un écart de 3 points. Il faut bien avoir à l'esprit que, à ce niveau-là, le Front national progresse malgré tout de près de 10 points par rapport au cantonal de 2011, où il avait fait 15% et 19% là où il était présent, mais qu'en revanche, il est en dessous de ce que lui-même prétendait être, c'est-à-dire qu'il n'est pas la première force politique, le premier électorat en France. Est-ce qu'on a confondu, Brice Tatterie, est-ce qu'on a confondu la progression du Front national Je n'entends pas, ça craque. Est-ce qu'on a confondu la progression du Front national avec sa réelle capacité à conquérir un département ? Mais on n'a absolument pas confondu cela. Personne n'a affirmé avant même le premier tour, les choses se font quand même au second tour, que le Front national allait faire basculer des départements. On a pointé, en fonction des niveaux potentiels du Front national, les départements dans lesquels il pouvait être le plus présent, le plus fort, et ceux dans lesquels il pourrait exercer une pression, notamment sur le second tour et sur le troisième tour. Cela reste vrai, un peu moins vrai en potentiel que si le Front national avait été à 28, mais cela reste malgré tout vrai. Ce qui se joue dans un Front national un peu plus faible et une abstention un peu plus faible également, c'est le nombre des triangulaires. Là, il y a quelque chose qui va un peu bouger par rapport à ce qu'on pouvait anticiper avant ce premier tour. Merci beaucoup Brice Tatterie, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, Grégoire, pour la suite des résultats. Oui, Isabelle, les résultats continuent évidemment à affluer. Je vous propose de partir en région Limousin. Nous allons aller en Corrèze. Évidemment, le département de François Hollande constituait l'un des objectifs prioritaires pour l'UMP qui rêvait d'enlever au président de la République l'ancien fief de Jacques Chirac. Avec une très faible majorité au Conseil général et des municipales catastrophiques, le Parti socialiste devait avoir du mal à sauver ce territoire emblématique et la droite pouvait l'emporter. À noter que Bernadette Chirac, élue depuis 1979 du canton de Corrèze, avait jeté l'éponge comme candidate, mais restait suppléante dans son nouveau canton de Brive 2. Eh bien, je vous propose de voir que dans ce canton-là de Corrèze, ce sont les candidats de droite qui arrivent légèrement en tête devant les candidats socialistes. Résultat aussi qui vient à l'instant d'arriver en Ile-de-France, les Hauts-de-Seine à la tête du département depuis 2007. L'UMP Patrick Devedjian ne souffrait pas de la concurrence qu'aurait pu lui faire Jean Sarkozy, fils cadet de l'ancien président de la République, le jeune élu ayant renoncé. Et vous le voyez, Patrick Devedjian a été élu dès le premier tour avec 51% des voix. Enfin, dernier résultat en Midi-Pyrénées, dans le Tarn. En fonction depuis 1991, le président sortant, le socialiste Thierry Carcenac, avait choisi de se représenter. Le projet de barrage de Sivins qu'il avait défendu et la mort du jeune écologiste Rémi Fraisse, tué par une grenade de la gendarmerie en octobre, pouvait entraîner des reports de voix entre socialistes et écologistes. La droite pouvait donc sortir gagnant. Dans ce canton-là très précis, vous le voyez, ce sont les candidats socialistes qui arrivent en tête devant les candidats du Front national. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose maintenant d'écouter Benoît Hamon, celui qui pourrait devenir le leader des frondeurs. Appel au rassemblement de la gauche. La seule manière pour la gauche de faire jeu égal avec la droite, c'est qu'elle se rassemble. Et pour qu'elle se rassemble, il faudra sans doute aussi faire en sorte que des électeurs qui étaient déçus, sont restés à la maison, soient motivés pour revenir voter socialiste et voter à gauche. C'est à mon sens ce que seront les priorités de l'après-deuxième tour. Mais en attendant, on peut garder des départements qui étaient
perdu dans les sondages si la gauche se rassemble au second tour, si nous savons nous rassembler derrière ces candidats PS quand ils sont en tête, Front de gauche quand ils sont en tête, ou Europe Écologie Les Verts. C'est ça qui doit nous préoccuper maintenant, parce que, soyons honnêtes, on ne va pas se réjouir du fait que le Front National n'est qu'à 25% alors qu'on lui promettait 30%. Un électeur sur 4 a voté Front National. Et en soi, c'est quand même suffisamment grave pour qu'aujourd'hui, on se mobilise d'abord sur l'essentiel, le rassemblement de la gauche. Ça signifie que lors d'un prochain remaniement, les frondeurs pourraient intégrer le gouvernement ? N'allons pas trop vite en besogne, ça fait partie des scénarios possibles. Je crois que ce qui est surtout très intéressant dans la déclaration de Benoît Hamon, c'est dans les jours qui vont venir, de vérifier dans quelles conditions le report des voix peut se faire de la gauche alternative vers la gauche Parti socialiste, c'est-à-dire des écologistes du front de gauche vers ces leaders du Parti socialiste qui ont besoin maintenant de réserves de voix pour pouvoir, comme il le disait, faire jeu égal avec la droite réunifiée. Et là, précisément, on peut être sceptique, car il est possible, probable sans doute, que ces reports soient difficiles. Les antagonismes ont été profonds, les conflits ont été importants. On ne passera pas si rapidement le revers de la serviette sur la table des batailles entre frondeurs et partis socialistes représentés par Manuel Valls et son gouvernement, et puis surtout Cécile Duflot et son équipe, et le Parti socialiste lui-même. Tout de suite, on retrouve Vanessa Fies sur les réseaux sociaux. Et parmi les réactions politiques sur les réseaux sociaux, celle de Cécile Duflot et de plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, ils sont mécontents de la traduction des résultats des élections. L'opération pipotage, dit Cécile Duflot, du ministère de l'Intérieur sur Europe Écologie Les Verts, qui est donnée à 2%, ça ne dissimule pas que nous sommes à 10%, là où nous étions réellement présents. On a beaucoup parlé du redécoupage des cantons et des changements administratifs. Et bien voilà un petit exemple concret cet après-midi. Comment expliquer à un monsieur de 80 ans que son bureau de vote a changé et qu'il doit traverser la ville pour voter. Des changements pas forcément évidents pour les électeurs. Et puis je termine avec un dessin, puisque quelques dessinateurs de presse et dessinateurs de bande dessinée jouent un petit peu à commenter cette soirée électorale. Alors voilà, justement, commenter une soirée électorale, c'est compliqué. Faire des analyses, c'est compliqué. Alors l'analyse est complexe ici. De quoi faut-il faire allusion? Au 21 avril, aux attentats de Charlie Hebdo, aux vacances qui approchent. C'est toujours très compliqué. Voilà. Merci Vanessa. Tout de suite, je vous propose d'écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est l'une des leaders de l'UMP. Il y a deux choses qui ont été dites ce soir sur le deuxième tour. D'abord, il n'y aura aucun accord d'aucune sorte, ni national ni local, entre l'UMP et le Front National. C'est évidemment un message fort, important, qui doit être entendu. Donc le seul moyen de faire l'alternance, c'est de voter pour les candidats d'union de la droite et du centre. Et puis, en cas de duel FN-PS, vous le savez bien, il y a eu un débat interne à l'UMP qui a été tranché par un vote il y a quelque temps. Les consignes qui ont été données, le terme consigne n'est pas forcément adapté, mais le choix qui a été fait à l'occasion de ce débat tient toujours. Tout de suite, Olivier, on fait le point parce que beaucoup de choses se sont passées en 45 minutes. Tout à fait. Alors, plusieurs traits. D'abord, l'UMP et ses alliés, l'UDI, le MoDem, sont la première force politique de France et assument pleinement le leadership de l'opposition au gouvernement de M. Valls et de la présidence de M. Hollande. Deuxième élément, le Parti socialiste résiste mieux et sera en plus grand nombre présent au second tour. On lui a annoncé une débâcle, ce sera sans doute une défaite, mais donc avec une envergure moindre. Troisième élément, évidemment, le Front National ne réalise pas la percée au moins symbolique qu'il attendait. Il continue son travail d'implantation et il peut s'honorer de ce résultat qui est évidemment une sanction positive de la stratégie de très grande présence dans les cantons. Pour la gauche alternative, là, l'essai est à transformer et on peut encore évidemment discuter sur les manières d'additionner les voix. Mais c'est pas gagné, hein. Quand on écoute Cécile Duflot, Emmanuel Cos ou alors François de Rugy, c'est pas gagné pour une place au sein du gouvernement, à côté du Parti socialiste, à côté du Front de gauche et du PCF. Le débat est ouvert, deux stratégies sont en présence au sein du groupe Europe Écologie Les Verts. On se retrouve à 22h15 pour la suite de cette soirée spéciale élection départementale 2015. Vous voyez, les résultats défilent. Nous avons beaucoup de surprises encore dont nous souhaitons vous parler. Donc restez avec nous et soyez fidèles à France 3 Toute Région. À tout à l'heure. Merci à vous.
Bonsoir ou rebonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour continuer à tirer les